À Lille-Lieu, il est de naissance, il est d'adoption, il est d'une heure ou d'un week-end. Comment ne pas tomber sous le charme de cette île? Île aux beaux yeux, île qui vous charme dès les premiers pas. Le zèle de l'île, cette idylle, donne des ailes aux demoiselles et damoiseaux indociles. On ne peut vivre sans île, on ne peut vivre sans elle. C'est une muse, une île spirituelle, une île Dieu qui donne l'inspiration. Poète, écrivain, romancier du dimanche ou romancier des vacances, sur carte postale ou sur ouvrage relié, quand on conjugue le verbe voyager sur le sol de cette île, c'est à la troisième personne du singulier ou du pluriel, île ou île. Car ici, l'île est un exil ou un asile, une île, pas une illusion, une île bien accrochée à la mer qui fait couler beaucoup d'encre. Encre noire dont on fait les histoires, les récits de voyage, et l'encre que l'on jette à la mer pour faire escale sur ce bout de terre. Faire couler beaucoup d'encre, c'est l'expression du jour. Mais d'où vient cette expression? Encre des histoires, encre des bateaux, y a-t-il à voir? Rien n'est moins sûr. Voici 3 explications vraies de vraies, à peine inventées. À vous de retrouver la véritable origine, c'est la partie interactive de cette chronique. Première explication. En fait, l'expression vient du monde de la mer, ou plutôt du monde animalier marin, et plus précisément de la pieuvre ou du poulpe. Parce que ces animaux, pour se défendre d'une attaque, projettent à volonté un ou plusieurs nuages d'encre, laquelle est sécrétée dans sa poche au noir. On l'appelle comme ça. On dit alors que le poulpe fait couler de l'encre. L'imagerie populaire s'est largement inspirée de cette technique pour qualifier une affaire qui, pour sa défense, fait couler beaucoup d'encre. Et puis, il faut noter que la pieuvre a inspiré beaucoup de métaphores, parce que la pieuvre, les journalistes parlent de la théorie du complot avec l'organisation tentaculaire. D'accord, pas mal. Deuxième explication. L'encre fait ici référence à la numismatique, l'étude des l'étude des monnaies. Sous l'Antiquité, quand un roi possédait un territoire, prenait possession d'un territoire, il avait pour coutume de jeter au pied de son adversaire, décidément, une pièce de monnaie contremarquée par une encre de bateau. La monnaie de référence devenait alors celle qui était contremarquée. On disait alors qu'il fallait couler l'encre, tout comme on coulait l'or de la monnaie. Autrement dit, l'importance de l'événement était symbolisée par le fait de couler l'encre sur les pièces de monnaie. L'expression s'est transmise de bouche à oreille, et puis quand elle est passée par l'écrit, on l'a mal orthographiée, on l'a orthographiée différemment, mais le sens est resté le même. Dernière explication. Une expression française qui date du 19e siècle, et qui, on le dit, a vu le jour avec la presse écrite. En effet, l'importance d'une nouvelle serait jugée au nombre d'articles ayant été rédigés sur le sujet en question, et le fait d'écrire serait lié directement à l'utilisation de l'encre. De fait, et à ses débuts, cette expression a été appliquée à la presse écrite, et puis peu à peu s'est vulgarisée et adaptée à toutes sortes de médias. Voilà. Alors, à votre avis, la réponse. Oui, faire couler de l'encre. Ouais, alors, il y a 3 propositions. La première, c'était le poulpe qui, pour se défendre, fait couler de l'encre. Ouais. L'encre de bateau qu'on mettait sur les pièces de monnaie, ou alors l'encre liée à la presse écrite. Qui paraissait la plus logique. Eh bien oui, effectivement, c'est la plus logique. Ah, la première était très bien expliquée. Ah ouais, très bien expliquée. J'aurais pu, mais non, c'est pas ça. L'origine vient vraiment des pages imprimées. Allez, envoyez la musique. Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons. Mais oui, parce que le crayon, la carte postale, c'est la panoplie complète de l'écrivain des vacances. Adresser des mots écrits à la main sur des petits bouts de carton. Bref, écrire une carte postale, c'est toujours aujourd'hui, malgré les SMS, les emails et autres tweets, une tradition estivale qui perdure et qui se transmet. Au verso, une photo sérieuse, humoristique, provocatrice, ça dépend des goûts et ça dépend à qui on l'envoie. Un petit coucher de soleil, un monument ou toute une ville condensée sur quelques centimètres carrés, ça c'est pour les grands-parents. Et puis une femme nue avec des gros bisous pour les collègues de travail. Au recto, c'est plutôt la partie écrite. Alors généralement, on profite d'une journée de pluie, ou alors ça dépend des gens, du premier jour des vacances comme ça on est débarrassé, ou pour les plus mal organisés, du dernier jour parce qu'on n'a plus le choix. Mais alors qu'est-ce qu'on écrit? Eh bien, quand on a trouvé une formule qui nous plaît, souvent on ne se lasse pas de l'écrire sur toutes les cartes. Mais quand on n'a pas d'idée, il faut dire qu'en vacances, les neurones sont un peu au ralenti. Rien de plus cruel que le manque d'inspiration. L'angoisse que connaissent les écrivains devant la feuille blanche n'est rien comparé au ressenti devant la carte postale vierge. Qu'est-ce qu'on écrit?
ce que vous voulez. Mais entre nous, vous avez remarqué combien l'optimisme est toujours de mise sur les cartes postales. Le ciel est toujours bleu, la mer est toujours belle. On ignore les insolations, les méduses, les moustiques, les attentes interminables dans les gares, les routes surchargées. La vie est idéale sur les cartes postales. Et je sais pas quoi mettre à Madame Denis. Faut bien qu'on lui écrive. Elle vient arroser les plantes et puis nourrir le chat tous les jours. Oh, mais t'as qu'à lui dire qu'il fait beau. Oh non, arrête, il arrête pas de pleuvoir. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Elle est pas obligée de le savoir. C'est vrai, après tout. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Une carte postale, c'est juste un peu de rêve qui passe. Merci beaucoup, Jérôme.